Bonjour à tous. Donc, en tant que local du triptyque de loco-régionaliste présent, donc je remercie l'ASFAR d'avoir initié cette session loco-régionaliste. Alors, l'être confortable, être à l'aise, comme on a envie de l'être aujourd'hui dans notre métier et pour nos patients, la question c'était savoir si les blocs de parois thoraciques et abdominaux pouvaient s'intégrer dans un parcours patient de réhabilitation, de soulagement et de confort. Donc effectivement, pour comprendre cela, avant de comprendre les données de la littérature et ce qu'on pratique au quotidien, il faut se replonger en fait très en amont dans notre histoire, et en particulier il y a un autre triptyque important qui est l'embryologique, parce que sur le plan embryologique, toute l'architecture musculo-aponévrotique et neurologique vont s'installer précocement, en particulier à partir du mésoderme et de l'ectoderme. Et c'est eux qui vont conditionner sur en trois dimensions une collaboration musculaire au sein du développement embryologique, mais aussi après, quand on est adulte, au sein de nos mouvements et donc au niveau des contraintes opératoires. Le troisième élément important, c'est l'élément sur lequel on va agir, c'est-à-dire à quel moment on va choisir de faire un bloc de parois, lequel et comment on va le réaliser pour pouvoir intégrer le patient dans le parcours de confort. Donc effectivement, sur le plan embryologique, il faut remonter déjà à la 3e, 4e semaine de vie embryologique. Ici, vous avez une coupe qui était faite au niveau des somites, donc qui s'est dissociée avec, d'un côté, la partie en bleu qui est le tube neural, qui sera un des éléments du système nerveux central, autour les crêtes neurales, qui sont très importants pour le développement du système nerveux périphérique, et en particulier le système nerveux autonome. J'en parle juste ici, mais c'est très important pour l'innervation viscérale, en particulier, qui n'est pas du tout somatotopique. À côté de partie du mésoderme paraxial, on va avoir le dermatome qui va donc se dissocier pour faire le fascia superficiel et le derme. On va avoir le myotome qui donnera quasiment tous les muscles, en particulier thoraciques et abdominaux, et aussi les fascias profonds. Ne pas oublier qu'il y a une cavité, là vous avez vu une cavité qui s'installe, qui est le cœlome intra-embryonnaire, qui va développer en fait toutes les cavités pleuro-péricardiques et en particulier au niveau péritonéal. C'est important parce que le péritoine ou la plèvre ont des structures mixtes, et en particulier il y a une partie qui est extérieure, pariétale, une partie intérieure qui est viscérale. Et ces éléments-là sont fondamentalement différents sur le plan même de l'innervation et de la correspondance avec les tissus et la somatotopie. Et deux éléments importants, on a une sensibilité extéroceptive qui va s'installer à partir de la partie externe de ce qu'on appelle la somatopleure, qui est avec la connexion cutanée et donc l'innervation qu'on connaît quand on teste un bloc sensitif. Et on a tout ce qui est la splanchnopleur, qui est la partie interne qui va coller au tube l'endoderme et donc qui va donner à la fois le tractus digestif et respiratoire. Et on va avoir une innervation totalement non somatotopique et qui va être comblée essentiellement par le système nerveux autonome. Enfin, au niveau musculaire, on a vu deux répartitions différentes. On a les muscles qui vont s'insérer en arrière des processus transverses du rachis, qui sont ce qu'on appelle donc l'épilaire, qui vont être innervés par le rameau postérieur du nerf spinal. Et vous avez tous les autres qui vont être innervés sur le plan moteur et sensitif par la racine, par le rameau antérieur. Quand on regarde la connexion, ici vous avez ça c'est Carla Stecco, c'est une anatomiste italienne, elle a fait des bouquins remarquables d'anatomie. Là ici c'est un écorché, on va dire, et vous voyez très bien que les flèches c'est quoi? C'est ça, voilà. Ici vous avez le rhomboïde qui a été le grand rhomboïde qui a été séparé des muscles érecteurs du rachis, et vous voyez ici que tous ces élévateurs de la scapula, le muscle splénus, le serratus postéro-supérieur ici, et quand on regarde en profondeur, quand on enlève cet élément musculaire ici, on a le serratus antérieur qui est là ici, les muscles intercostaux, on retrouve le postéro-inférieur. Tous ces éléments musculaires, quand on va infiltrer correctement sous échographie bien évidemment, vont intervenir dans la coopération qui va être l'élément fondamental dans l'épargne morphinique et dans le soulagement de nos patients. La paroi, il faut le comprendre, c'est du mésoderme et de l'ectoderme, c'est-à-dire une combinaison fascia, muscle, nerf. Tous ces éléments-là vont se superficier. Vous avez ici un compartiment abdominal avec des éléments vasculaires, nerveux, qui cheminent entre les éléments musculo-aponévrotiques. Donc il y a plein d'éléments qui passent à l'intérieur. C'est une solution de continuité, du glissement, il y a du tissu adipeux, de l'élastine, du collagène. Et aussi, ces éléments-là sont remplis d'informations nociceptives propres, qui n'ont rien à voir avec les éléments nerveux qui potentiellement passent au sein de ces couches musculaires.
Et quand on regarde, pour repartir en fait au niveau des viscères, vous avez ici au niveau abdominal, péricardique, au niveau pulmonaire et au niveau rénal, le fascia gyrota. Ces éléments-là aussi sont des éléments qui sont en communication avec les parties musculaires les plus profondes que vous avez au niveau thoracique et abdominal et qui vont bénéficier du choix que vous aurez fait sur la technique d'anesthésie loco-régionale. Au sein de ces structures, on retrouve des structures qui sont à la fois des terminaisons livres, A delta et fibre C en particulier, soit spécifiques comme nocicepteurs, soit sur des mécanorécepteurs ou des thermorécepteurs. Il faut savoir qu'aussi il y a des récepteurs du système nerveux autonome, en particulier post-ganglionnaire, dopaminergique et noradrénergique. Il y a des phénomènes des récepteurs peptidergiques et non peptidergiques. On a aussi une sensibilisation locale, des phénomènes proprioceptifs qui vont être très importants. Et on le sait très bien, par exemple, les douloureux chroniques qui viennent pour le rachis, non pas que l'os qui est douloureux, qui est malade. Ils ont tout le compartiment musculaire intrinsèque, c'est-à-dire les muscles profonds, les muscles érecteurs du rachis et les muscles pariétaux superficiels, qui souffrent. Et qui souffrent, qui sont dans une phase de douleur chronique. Et donc, qui sont des patients qui ne sont pas à gérer comme les autres, bien évidemment. Quand on prend des animaux, ce sont des rats ici qu'on a, on a soumis, entre guillemets, à d'abord, on leur a fait bénéficier d'un bloc de paroi qui est fait avec de la bupivacaïne, et il y a un groupe qui reçoit un placebo. Ensuite, ces animaux-là, on va leur infiltrer, on va leur faire un test inflammatoire avec une infiltration de carragénine, et ensuite on va tester sur les différents niveaux métamériques au niveau pariétal l'allodénie mécanique, c'est-à-dire en fait avec un test avec les filaments de Von Frey. Qu'est-ce qu'on observe ? Les animaux qui ont eu le bloc avec la bupivacaïne, donc le groupe actif, c'est là, hop, ici, vous avez le groupe ici, où manifestement, il y a une très très nette efficacité sur l'allodénie mécanique du bloc de paroi versus, après l'infiltration de la carragénine versus le placebo. Et quand on sacrifie ces animaux, qu'on regarde au niveau spinal, l'expression de gènes à expression immédiate et pro-inflammatoire, comme en particulier le céphos ici, ils sont effondrés chez les rats qui ont eu le bloc nerveux périphérique. Donc déjà un élément important sur la potentialité d'un soulagement, mais aussi d'une action au niveau de la pérennisation du message douloureux par le message spinal. Qu'est-ce qu'on observe ici ? Ça c'est en local chez nous, un patient qui a eu une hépatectomie avec une incision sous-costale avec une médiane sus-ombilicale. Ce patient, il n'a pas eu d'ALR ni pariétal ni neuraxial. C'était un choix d'anesthésiste qu'il avait pris en considération et qui avait fait de la lidocaïne intraveineuse. Ce patient donc sort de la salle de réveil, va à l'USC. Qu'est-ce qu'on observe ? Vous avez en vert ici l'hémodynamique est ici, et là vous avez le score de douleur. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que quelques heures après le soulagement initial, on a un patient qui est bien au départ et qui se comporte rapidement avec un patient qui va monter avec son EVA 2, 3, 5, 6. Et là, on commence à se dire, bon, est-ce que c'est bien ? Un peu comme tu le disais tout à l'heure. Bon, on lui a ouvert le ventre quand même, tu vois. Est-ce que c'est bien ? Il n'a rien du tout. Eh ben non. Eh ben on va choisir de lui poser un cathéter, d'accord ? Un cathéter qui est avec, d'abord lui faire un bloc tape sous-costal bilatéral et des grands droits, et lui insérer du côté de l'incision principale sous-costale, on va dire un bloc de paroi qui est un particulier. On va mettre le cathéter en avant du carré des lombes. Ici, vous l'avez, un petit schéma ici qui va permettre ainsi, pourquoi ? Parce que les fascias communiquent. Le fascia cervical profond, le fascia endothoracique, le fascia transversalis communiquent, et l'objectif étant, à ce niveau-là, de pouvoir étendre l'analgésie au niveau thoracique bas. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe un silence analgésique. Il n'y a aucune molécule IV, à part mettre le patient en coma, qui nous permet d'avoir un patient qui va être en une demi-heure, qui passe de 5 à 0. On est d'accord ? J'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec moi. Ici, vous avez une chirurgie qui n'a l'air de rien, c'est l'ostéosynthèse ou de la chirurgie du membre supérieur avec prise de greffon au niveau de la crête iliaque. Ce qui fait mal chez c'est quand on leur fait un bloc axillaire ou un bloc analgésique, en fait, on oublie que là, ça fait très très mal en post-opératoire. C'est une étude randomisée, 50 patients, un greffon iliaque pris pour la reconstruction. Ils ont il y a un groupe qui reçoit un carré des lombes latéral, c'est-à-dire en fait un bloc du fascia transversalis, on va dire, et un groupe qui reçoit donc le placebo. Le critère de jonction principal étant la consommation d'opiacés, fentanyl, pérope et morphine post-opératoire. Manifestement, sur les 8 premières heures, on a un bénéfice global, c'est-à-dire bras plus crête iliaque, chez les patients qui ont été randomisés dans le groupe carré des lombes. Alors, ils avaient tous un bloc axillaire. Et on se rend compte qu'au bout de 8 heures, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont recommencer à prendre de la morphine. Pourquoi ? Parce que le bloc s'est levé au niveau de la main. Et ce n'est pas le problème du greffon iliaque, le problème, parce qu'il dure 18 heures, l'analgésie.
Et donc les patients ont eu mal parce qu'ils avaient mal au bras. D'accord ? Donc un premier élément important, on peut avoir l'élément. Et quand on regarde ici sur les tests qui avaient été faits sur le niveau des dermatomes avec le bloc qui avait été réalisé, on a une grande proportion ça peut remonter jusqu'en T8, T6 et T7 sur le plan de la somatotopie. Autre étude, c'est des thoracoscopies qui sont faites, donc ce 120 patients randomisés avec un bloc de serratus qui est avec une injection sous le muscle serratus antérieur, avec un cathéter qui est positionné. Vous avez les débits, le bolus initial de 40 millilitres, donc un gros volume initial, ça c'est très important, et ensuite une injection continue qui est faite, versus un groupe qui reçoit simplement d'une PCA. C'est une étude qui est faite en Corée, je crois, ils sont très sous fentanyl post-opératoire. Le critère du jugement principal étant l'amélioration des paramètres ventilatoires sur la première journée. Manifestement, le cathéter en sous serratus permet d'obtenir ce bénéfice, et ceci de manière prolongée, à H24, 48, 72. C'est un élément pertinent du confort, parce que là, on va aussi lutter pour la kiné, la réhabilitation, et potentiellement pour la réduction des complications respiratoires, parce que c'est la principale complication de ces patients-là. Et quand on regarde le reste des données, on a une analgésie qui est... Pardon, je reviens en arrière. Bon, il y avait l'analgésie, les nausées, vomissements, et la capacité de déambulation qui était améliorée. Bon, je passe sur une autre chirurgie. Ici, vous avez un bloc qui est réalisé, là aussi, vous le voyez à droite, en haut, c'est sous le muscle serratus, donc juste la ligne axillaire médiane, au-dessus des muscles intercostaux, entre la 4e et 5e côte. Vous voyez les mouvements de la plèvre avec la respiration en dessous. Donc ce sont pour des chirurgies mammaires avec ou sans curage radical. Donc ce bloc est réalisé versus un groupe contrôle qui ne reçoit pas de bloc. Mais il n'y a pas de technique CHAM, ils n'avaient pas de bloc. Critère de jonction principal, opiacé, pareil, sur H24. Ce qui est important dans cette étude-là, c'est que quoi ? C'est qu'on a une réduction qui est largement supérieure à 10 mg d'équivalent morphine, donc c'est relevant. Si vous avez quelquefois un bénéfice statistique qui apparaît à 3-4 mg, on peut se poser des questions. À plus de 10 mg, c'est reconnu comme quelque chose qui est vraiment pertinent sur le confort et la qualité de réhabilitation. Et l'effet, il est pair, opératoire, ce qu'on voit aussi sur le fentanyl intraopératoire, mais aussi sur la morphine en post-opératoire. D'accord ? Et l'impact de la chirurgie était nécessaire parce que les femmes qui avaient eu une mastectomie partielle par rapport aux mastectomies complètes étaient moins douloureuses que les mastectomies totales. Parce que là aussi, le parcours patient, dans le choix de notre technique, va être important, et aussi le parcours préalable. Les patientes qui ont déjà eu une chirurgie première, qui ont déjà eu une radiothérapie, qui ont déjà eu un implant positionné, qui reviennent pour une autre chirurgie, tout ça, c'est des parcours de douleur qui fait qu'on va avoir un bénéfice de proposer une corgidale en plus de l'analyse multimodale. Et quand on regarde le pain out, c'est-à-dire en fait le questionnaire qui est réalisé, qui a été publié en Europe maintenant, à partir de, je crois, c'est les Allemands qui ont développé ça, mais qu'on a aussi intégré en France. Vous voyez les scores EVA au repos, à la mobilisation sur les 24 premières heures, il est très nettement en faveur des patientes qui avaient bénéficié de cette infiltration sous le muscle serratus à grand volume, et avec aussi moins de traitement rescue après H24, et avec... Quand on a un autre ratio qui, en gros, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir un morphine en rescue si vous n'avez pas eu d'injection dans le bloc sous serratus. D'autres blocs peuvent être proposés, c'est les combinaisons de blocs. Ici, c'est une combinaison en fait sous le muscle rhomboïde. Donc, c'est pas un érecteur du rachis, on se latéralise. On va chercher le rhomboïde et entre le rhomboïde et l'intercostaux, on fait une injection et ensuite on va une injection entre le serratus et les intercostaux. Ça paraît être complètement une vue de l'esprit. En fait, ça a été proposé, là aussi, pour des thoracoscopies, pour des lobectomies en thoracoscopie, où on fait ce bibloc pariétal versus un groupe contrôle, avec là aussi les opiacés en post-opératoire. Il y a une solution de continuité, je vous l'ai montré sur les écorchés de Carla Stecco tout à l'heure. Il faut savoir que ces éléments-là, ça a été montré sur le plan anatomique quand vous faites ces injections. Dans ces 2 injections que je vous ai montrées préalables sur les coupes, on a une extension vers le serratus antérieur, on a vers les érecteurs du rachis, le serratus postérieur inférieur, les zones muscles obliques externes aussi, les scapula, qui est important pour la chirurgie thoracique parce que vous avez ne pas oublier que vous avez aussi des douleurs scapulaires, des douleurs d'épaule qui sont générées par la chirurgie et par le positionnement du patient.
Et manifestement, les patients qui avaient bénéficié de ce bibloc versus le groupe contrôle étaient nettement plus, c'était meilleur que le groupe contrôle, mais c'était aussi meilleur que les patients qui avaient eu que la première injection entre le rhomboïde intercostaux, qui est une sorte d'érecteur du rachis. D'accord ? Finalement, c'est ça. L'érecteur du rachis marche essentiellement comme ça, mais c'est un autre problème. Et là aussi, pour la consommation de morphine était aussi en faveur de ce bibloc versus le contrôle, mais aussi le bloc en injection unique. Donc, savoir proposer des techniques combinées quand on sait qu'on va pouvoir avoir un bénéfice avec des volumes et plutôt des doses d'acide locales qui ne sont pas du tout toxiques. C'est la même chose ici. Vous avez les scores de douleur au repos ou à la mobilisation. Il y a un bénéfice des deux techniques versus le groupe contrôle, c'est certain, mais le bibloc, je dirais, est encore meilleur que le bloc 5 le choc entre le rhomboïde intercostaux. En particulier, regardez après la 12e, la 18e et la 24e heure. Et il y a eu une injection unique, il n'y a pas de cathéter à ce niveau-là. Et quand on regarde aussi sur les nausées, vomissements, qui font partie du contrôle et finalement des effets secondaires et finalement du confort, on a là aussi un bénéfice quand on fait un bloc, mais quand on combine le bloc, surtout dans ces chirurgies particulières. Je continue sur la chirurgie, après on va revenir sur des choses plus simples. Ici, c'est un bloc des grands droits, c'est de la chirurgie abdominopelvienne par laparotomie. Il y a un groupe qui reçoit un cathéter bilatéral au niveau des grands droits, qui est positionné, versus un groupe placebo. Là, qu'est-ce qu'on a? H24 et H48, regardez la consommation de morphine, on est largement en dessous de un gain de plus de 10 mg, on est à 18 mg et presque 30 mg entre H24 et H48. Donc, comment ne pas proposer, en tout état de cause, un cathéter continu, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Axel pour la chirurgie du genou, sur de la chirurgie potentiellement douloureuse. Et bien évidemment, les patientes qui avaient été randomisées dans le groupe cathéter bilatéral déambulaient plus précocement, avaient moins de morphine, avaient une reprise de gaz plus rapide dans les 48 heures qui suivaient l'intervention. Cure de hernie chez l'enfant. Ici, vous avez en haut à droite, c'est un tab-bloc, pas tab-bloc, c'est un QLB postérieur qui est fait. Donc, on va injecter en arrière du muscle carré des lombes, qui va avec l'objectif étant de diffuser ensuite au travers du télif vers le muscle érecteur du rachis. Versus un groupe qui reçoit un bloc ilio-inguinal et ilio-hypogastrique conventionnel. Manifestement, les enfants qui avaient à peu près entre 2 et 3 ans dans ce groupe-là, qui avaient eu le QLB postérieur, avaient moins de consommation de paracétamol dans les premières 24 heures. Et il y avait aussi, en vert, moins de consommation d'analgésiques plus fort. La consommation cumulée était détaillée aussi, vous voyez, à 2 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures. Le bénéfice était aussi en cumulé. Et pas qu'en cumulé, je veux dire, à chaque endpoint, ils étaient différents. En chirurgie abdominale célioscopique, ici, ce sont là, ce qui est intéressant, c'est que le confort, c'est aussi des troubles cognitifs. Cette étude-là, donc, ce sont des patients qui ont une chirurgie majeure, qui ont plus de 65 ans. On leur propose, et un statut cognitif normal préopératoire, on leur propose de les randomiser avec un QLB postérieur bilatéral, versus rien, une injection avec un placebo. C'est de la ropivacaine qui est utilisée. Et le critère de jugement principal, c'est dans les 7 premiers jours, par 2 échelles qui sont utilisées, le MMSE et le MoCA, les troubles cognitifs éventuels. Qu'est-ce qu'on observe? Les patients qui ont bénéficié d'un analgésie loco-régionale continue, en fait, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont moins de troubles cognitifs. On a en gros 30% de troubles cognitifs temporaires chez les patients plus de 65 ans qui n'ont pas eu d'ALR analgésique, par rapport à ceux qui avaient, on est à 7% à peu près, donc c'est largement significatif. Donc ça aussi c'est du confort parce qu'on va avoir moins de perturbations chez les patients âgés. On a un gain sur l'analgésie, on a un gain sur les scores EVA, aussi on gagne sur pas mal d'éléments importants. Juste pour vous montrer que les patients qui avaient eu l'anesthésie locale avaient un bloc sensitif qui était installé et vérifié bien évidemment avant de les inclure. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont aussi dosé des protéines de l'inflammation et des protéines qu'on appelle alarmines, qui sont des protéines d'homéostatique, en fait, comme le Hitchcock-protéine ou les protéines S100. Et ici, c'est l'HMGB1, qui est impliqué en fait dans la survenue de ces troubles cognitifs post-opératoires après l'agression tissulaire, chirurgicale en particulier, qui s'emballent très rapidement. C'est pour ça que ces blocs, il faut les proposer avant l'incision. Et je persiste à dire que même si on peut me critiquer et me dire l'inverse, qu'on n'a jamais prouvé que c'était nécessaire,
Pourquoi le faire après, alors qu'avant, vous allez pouvoir réduire l'emballement de tout ce qui peut se passer sur le neurophysiologique, l'inflammation, le tissu glial en particulier. Cette grosse méta-analyse qui vient de sortir ou qui est en pré-publication, il y avait beaucoup de sujets âgés là-dedans. C'était la ALR combinée, il y avait du périnerveux, il y avait du pariétal. Ce qui est important, c'est quand vous proposez une ALR à un patient, d'autant plus qu'il est âgé, eh ben, il va bénéficier, vous avez en gros 54% de moins de troubles cognitifs et de troubles de perturbations centrales après chez les patients qui ont une ALR. Et en particulier ici, vous l'avez aussi, ceux qui ont les facial plane blocks sont aussi dans le bénéfice. Et en chirurgie thoracique, ici vous avez, c'était des sternotomies, un bloc parasternal continu qui était réalisé dans la chirurgie cardiaque. Il y avait moins de complications pulmonaires, moins de troubles cognitifs en post-opératoire et des scores EVA qui étaient nettement en faveur du cathéter parasternal continu. Il y avait, même si le critère de jugement principal de l'étude était la durée de sortie dans l'USC qui n'était pas obtenue, il n'y avait pas de différence. En tout cas, il y avait quand même des éléments pertinents sur les complications post-opératoires. Et enfin, c'est en termes de coût d'infiltration. Ne pas oublier quand vous proposez, en fait, ça c'est en Allemagne qu'ils ont fait, ils ont évalué sur le plan pharmaco-économique un cathéter d'infiltration continue versus une PCA morphine IV. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que globalement, le coût total de la prise en charge des complications grâce à la LR est moindre que celle si vous ne faites pas d'ALR et on vous laissez de la morphine IV. Et donc, en fait, c'est que vous réduisez le coût de près de 12 000 € par patient sur l'ensemble sur les 120 patients. Ce qui est en gros d'un retour sur investissement qui approche 100. C'est quelque chose de remarquable, je pense. Pour finir sur les blocs de parois, attention, grosse variation interindividuelle sur les anesthésicides locaux utilisés dans les facial planes, avec la possibilité de toxicité systémique. Savoir que l'adrénaline réduit la concentration maximale de près de 40% et au niveau artériel, au niveau A et au niveau veineux, au niveau B, on est à peu près à 40%. Le Tmax est de plus 20 minutes par rapport aux solutés sans adrénaline. Par contre, avec un niveau anesthésique jugé par le bloc au froid et au pic touche, totalement identique et similaire. Ça, ce sont des tab blocs qui avaient été réalisés. On sait qu'il y a eu une toxicité systémique décrite, en particulier en maternité, avec et c'est surtout ça, il ne faut pas négliger que la maternité, c'est un élément à part, puisque les concentrations aussi en neuromucoïdes, dans la glycoprotéine acide sont variables, et donc on peut avoir effectivement une toxicité potentielle. Ça a été montré surtout en obstétrique, mais c'est pas négligeable. Ça a été montré aussi à Rouen, où ils ont eu un bloc de paroi qui a été fait, sans savoir que il y avait eu, avec une combinaison avec de l'anesthésie locale intraveineuse, avec des convulsions en post-opératoire. C'est ce que je voulais dire là justement, parce qu'effectivement, se pose la question, je fais de la lidocaïne IV et je fais un bloc en même temps. Suis-je dangereux ou pas? Je réponds oui. Je réponds oui parce que vous avez... Alors, je vous dis à Rouen, il y a eu un cas qui a été publié dans Anesthesia Analgesia Case Report. Ici, c'est très simple, c'est au Canada, ils ont fait soit un 5 mg kg sur 20 minutes, puis 60 mg/h s'ils faisaient moins de 70 kg, ou 120 mg/h s'ils faisaient 70 kg. Et ils ont fait des dosages. Qu'est-ce qu'on observe? Sur un petit collectif, vous avez à 12 heures des dosages qui peuvent atteindre des seuils de toxicité. En tout cas, c'est une marge thérapeutique élevée, la lidocaïne, on est d'accord, mais on approche 5, et on a même des patients qui sont à 9,4 microgrammes par millilitre, ce qui est déjà fondamentalement potentiellement toxique. Et à 120 mg/h, on dépasse largement la possible toxicité. Donc si vous faites un bloc de parois associé en même temps, on s'expose à une toxicité. Et ça, moi je lutte là-dessus, il ne faut pas se faire les deux en même temps. Cet auteur-là propose 4 heures entre la dernière injection, entre la lido-IV et le bloc de paroi et l'inverse. Ça repose sur rien. Ça repose sur rien, par contre, c'est juste l'auteur qui le propose. C'est à revoir dans la vie, mais en pratique, attention à vous. Le groupe Prospect propose et décrit avec des hauts niveaux de recommandation les blocs de parois en utilisation dans différentes chirurgies. Je vous ai mis ici pour le foie, pour les VATS, pour la prostatectomie et pour les chirurgies hernières ouvertes. Je finis sur le dos. Le dos, c'est un compartiment particulier parce que c'est une chirurgie douloureuse et ce sont des patients douloureux. Donc ce sont des gens qui sont totalement différents des autres. Et le groupe Prospect n'a pas identifié les blocs de parois du dos comme potentiellement intéressants sur la littérature publiée jusqu'en 2020. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis, on a eu pas mal de choses, et en particulier des érecteurs du rachis qui vraiment
puisque c'est la racine postérieure du nerf spinal qui va être concernée, et fondamentalement, on ne peut pas l'y échapper, qui innerve en particulier les éléments ostéo-articulaires. Il faut savoir que les méninges aussi sont innervés par une partie qui vient, une branche qui vient du nerf, ce qu'on appelle le nerf sinus-vertébral, c'est-à-dire une branche qui vient du nerf spinal, combinée avec les rameaux gris communicants et combinée aussi avec un rameau qui vient quelquefois du rameau postérieur. Qu'est-ce qu'on observe? Ici, ce sont des arthrodèses du rachis qui sont réalisées avec soit un bloc directeur du rachis 20 ml au niveau L2 versus placebo. Le héritage jouant principal, c'est l'oxycodone à H48. Et vous avez un dessin en haut à droite qui correspond en fait au bloc sensitif à 10, 20 et 30 minutes sur identifié et cartographié. Vous avez ici un bloc directeur du rachis qui est fait ici avec l'aiguille injection. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que manifestement, c'est intéressant quand même de proposer chez les patients douloureux pour une chirurgie d'arthrodèse, ces érecteurs du rachis en bilatéral, bien sûr, en préopératoire. Et on voit qu'on a un gain sur l'objectif principal, sur les scores EVA, bien évidemment, spontanés et à la mobilisation. On peut trouver une étude négative qui a été publiée récemment, c'est une étude de Nîmes qui a fait ça sur la chirurgie rachidienne. Alors c'est du mixte, il n'y avait pas que des arthrodèses. Il faut un bloc zérecteur du rachis, là aussi comment on revient en arrière? Là, voilà. Le bloc zérecteur du rachis en L3, donc à peu près au même niveau, versus placebo. Consommation de morphine H24. Eux, ils ne trouvent pas de différence dans leurs statistiques, c'est en gros 7 versus 12. Parce que leur objectif, c'était quoi? 50% de réduction de consommation de morphine, ce qui est vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on observe déjà? C'est qu'on a quand même 40% de réduction. C'est quand même pas négligeable en termes de puissance statistique, même si c'était un objectif qui était inférieur à ce qu'ils voulaient. Et dans leur collectif, dans les deux groupes, en fait, je ne l'ai pas montré, mais vous avez en fait un groupe qui reçoit plus de gabapentin en préopératoire que le groupe actif. Ça, c'est le groupe placebo, ça, c'est le groupe actif. Donc ça peut poser question sur l'interprétation post-opératoire. Et il n'y a pas d'analyse multivariée. On n'a pas intégré ça dans l'analyse multivariée. Enfin, il n'y a que même pas 13% d'ostéosynthèse. Le reste, c'est du recalibrage ou de l'hernie discale, qui est nettement, totalement moins douloureux que l'arthrodèse. Donc attention, quand on lit les éléments, c'est peut-être pas intéressant, mais peut-être que la population n'est pas la bonne, en fait. Voilà, je termine avec celle-là, c'est qu'effectivement, les mécanismes sont multiples. Il y a un support anatomique qui provient de l'embryologie, c'est une évidence, qui est collaboratif entre les muscles, les nerfs, les vaisseaux. On pourrait parler des vaisseaux aussi parce qu'ils cheminent aussi, ils ont un rôle très important. Il y a des évidences best practice en fait sur des données de littérature qui sont riches, fournies et qui sont peut-être encore modifiées. Attention aux associations avec l'IV et le bloc de paroi. Il faut les proposer avant l'intervention, proposer du cathéter si on peut. Mais autodétectation d'injection unique, c'est déjà à minima quelque chose, un élément important. Et voilà, et j'espère qu'en tout cas, vous aurez été à l'aise de m'avoir écouté et vous appliquerez ça dans votre pratique. Merci beaucoup. Merci Christophe. Est-ce que vous avez une question dans la salle? Moi, j'ai une question. Vas-y, Marie. La littérature, c'est surtout dans la parotomie. Est-ce que tu fais des blocs aussi pour les célios? Alors, pour les célios, la question se pose toujours sur alors, quel célio tu fais? Pour la chirurgie, par exemple, rénale, pour la chirurgie rénale, ce qui est tout à fait envisageable, c'est des blocs, un peu comme je vous ai montré sous le bloc pour l'hépatectomie, c'est-à-dire en fait des QLB particuliers, on va injecter en antérieur, mais en bilatéral. D'accord, ça, c'est très intéressant. Pour la chirurgie de la vésicule, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas d'intérêt par rapport à l'infiltration des trous de trocar, parce que le traumatisme, et globalement, les modifications viscérales sont relativement minimes. Par contre, dès que vous avez une traction péritonéale, que vous avez une chirurgie pelvienne associée, et où vous avez là, il y a un intérêt à faire des blocs de paroi, parce qu'ils auront un bénéfice, il y aura un bénéfice pas tout à fait intéressant si vous vers l'élément fondamental qui est la viscère, c'est-à-dire en fait, parce que c'est ça qui va être douloureux post-opératoire, c'est-à-dire en fait la composante interoceptive. Et vous aurez, ce sera, en tout cas, on peut toujours dire que la lido-IV est intéressante, oui, mais il y a une alternative qui est plus physiologique que la lidocaïne IV, qui est finalement, d'ailleurs même un petit peu remis en question dans pas mal de chirurgies. Et dans la lidocaïne IV, elle marche bien pour l'abdomen, mais elle ne marche pas pour l'os, elle ne marche pas pour le thorax, elle ne marche pas pour le sein, elle ne marche pas pour le... Pourquoi ça ne marche pas ailleurs, alors que ça devrait agir si c'était un élément fondamental dans notre vie? Voilà.
Ouais, merci Christophe.